Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Sauvage. La vraie nature du trafic d'animaux. De Jérôme Pansu. Sauvage est le cri d'alarme d'un passionné. Dans ce récit, Jérôme Pansu dénonce le trafic d'animaux sauvages qui, en France, brasse des millions d'euros chaque année, explique les mécanismes en jeu et les techniques des malfrats pour faire prospérer leur business. Affaire précise à l'appui, il explique l'incroyable impunité dont bénéficient les fraudeurs. Sauvage parle de flamants roses amputés pour les maintenir prisonniers, de rapaces européens vendus à des zoos par des centres de soins, de reptiles torturés pour les besoins d'animalerie sans scrupules, de phoques capturés dans la nature en toute illégalité pour enrichir les aquariums, de troupeaux d'éléphants enlevés pour fournir des parcs d'attractions. Aucun animal sauvage n'est à l'abri. Le lanceur d'alerte parle aussi des solutions qui pourraient arrêter ce massacre. Selon lui, ce trafic n'est pas une fatalité. Il appartient à chaque citoyen d'intervenir dans le débat public pour que cesse ce scandale, néfaste aussi bien pour notre planète que pour la biodiversité et l'espèce humaine. Jérôme Pansu, 56 ans, est, depuis plus de 30 ans, le gérant et fondateur de plusieurs centres de soins de la faune sauvage. Il est l'un des rares experts mandatés par les tribunaux, les douanes et la police dans les affaires de trafic d'animaux. Des notes et illustrations sont disponibles sur les versions e-book et brochées du livre. Préface. À l'évocation du trafic d'animaux sauvages, toute personne non avertie pensera aux quelques clichés qui ont défrayé les médias. Importation en fraude d'animaux exotiques rares, pour enrichir quelques contrebandiers et commanditaires. Caisse ouverte par les douanes à Orly, saisie de peaux de panthère des neiges à la frontière, etc. La réalité est tout autre, du moins, est-elle plus complexe et beaucoup plus diverse. Il existe un trafic ordinaire moins visible, plus chronique, qui passe sous les radars. L'industrie de la faune récréative a généré un univers insoupçonnable pour le profane qui n'a accès qu'au clinquant des spectacles. Un univers avec ses gros groupes, ses protecteurs, ses fournisseurs, ses affranchis, ses petites mains, ses nettoyeurs, sa corruption active et passive. Jérôme Pansu, avec l'efficacité et l'opiniâtreté d'une fourmi sous stéroïdes, une connaissance réglementaire encyclopédique et de solides connaissances en biologie des espèces, met en lumière, démontre cet univers digne de Mario Puzo et Ettore Scola, et ne se contente pas d'imprécations et de supputations. En effet, chaque affirmation est étayée, chaque mise en cause s'appuie sur une preuve écrite. Il lui a fallu une somme de constance et d'abnégation inimaginable pour parvenir, contre vent et marée, à rassembler ces éléments et les publier. Impliqué dans la protection de la nature et de la faune dès son plus jeune âge, il a toujours été mu par une passion et une éthique exemplaires. Je l'ai connu à la fin des années 1990 et ai collaboré à la mise en place par lui d'un centre de démazoutage pour oiseaux marins dans les Landes, lors de la marée noire du Prestige, en 2003. À l'époque, nous avons dû mettre quelques coups de pied dans les fourmilières de l'immobilisme, du favoritisme, du conflit d'intérêts et de la captation de fonds Polmar pour parvenir à mettre en place cette unité de démazoutage, dont les résultats en termes de relâcher et de survie à long terme sont à ce jour inégalés en France. Ce premier combat commun, une vision partagée de la conservation de la faune et une même intolérance à l'injustice, ont forgé une solide amitié et m'ont appris à connaître Jérôme. Plutôt qu'une préface se contentant de contextualiser l'ouvrage qui suit, je souhaite avant tout rendre justice à l'homme dont l'engagement, la droiture, la passion, l'éthique et le professionnalisme ont toujours été constants. Ce sont ces mêmes qualités qui ont, au fil des années, provoqué à son encontre le déchaînement de ceux qui, privés de ces qualités et ayant en outre des intérêts occultes et illicités à défendre, se sont appliqués à entraver son action, à entacher sa réputation, tant il est vrai que l'honnêteté exaspère les malhonnêtes. Pour avoir été témoin d'une grande partie de cette guerre qui lui a été menée, j'ai pu mesurer, face aux moyens déployés, la taille des enjeux financiers et l'ampleur de la compromission de certains. Diffamation, mise en cause abusive, garde à vue, invective, blacklistage, brimade administrative. D'autres que Jérôme aurait renoncé, face au mur élevé,
et auraient préféré un peu plus de confort et de tranquillité. Et puis, alors que tout paraissait fermé et joué, un basculement semble se produire. Une telle constance dans l'action interpelle, provoque des interrogations, suscite l'émulation. Les lignes bougent. Dans l'administration et les services, des fonctionnaires et des magistrats courageux refusent de fermer les yeux. Le consensus public sur la faune captive s'effrite, les langues se délient, le mal-être animal dans de nombreux établissements est révélé et décrié. L'urgence écologique et la nécessité vitale d'agir de façon visible et efficace pour la biodiversité s'imposent. De ce fait, les discours et habitudes du monde d'avant, la vision coloniale des parcs zoologiques, récemment grimés de conservation, tout cela perd de la crédibilité et devient obsolète face aux défis actuels. Néanmoins, comme tout système à l'agonie, ce monde de la captivité lucrative et récréative a des convulsions dangereuses, comme en témoigne l'arrêté du 8 octobre 2018, qui libéralise et facilite la détention d'animaux sauvages, extrêmement révélateur des interconnexions entre certains cercles élevés de l'administration et le lobby de la captivité. Après le constat de Jérôme, le remède, le RE accent aigu ensauvagement de la faune victime du trafic, la remise prioritairement en nature et en cas d'impossibilité, en sanctuaire de la faune victime du trafic. Et faire en sorte que les animaux sortent du cercle vicieux de l'exploitation animale qui, jusqu'à une date récente, constituait la seule alternative. Le simple postulat de la remise en liberté de faune sauvage captive, pourtant basée sur de nombreuses réussites et des connaissances approfondies, est remis en cause par les tenants de la captivité, parce qu'il fait vaciller les bases de l'industrie de la captivité et rend visible l'imposture de l'alibi conservation et des animaux ambassadeurs, permettant la sensibilisation du public et une avancée de la protection. Ce livre doit devenir la lecture de chevet de tout fonctionnaire en charge du contrôle et de toute personne sensible à la cause animale, à la conservation des espèces et à la dégradation de la biodiversité. Souhaitons en tout cas qu'il provoque un électrochoc salutaire. Gilles Moine, directeur capacitaire du Centre Athénas. Prélude. Zoo d'Amnéville. 15h30. Je viens de déposer 3 rapaces issus du centre de soins Alca Torda que j'ai conçu et que je gère. Ces oiseaux, atteints de plusieurs pathologies, sont incapables de survivre dans la nature. J'avais 2 solutions, l'euthanasie ou le placement dans un zoo. J'ai opté pour la seconde solution. Ce sera la dernière fois que je commettrai pareille erreur. Pourtant, je n'ai pas choisi par hasard le zoo d'Amnéville. J'entretiens avec Michel Louis, son directeur, une relation d'assez longue date. J'aime son franc-parler et son côté non conventionnel, et j'ai en lui une grande confiance, jusqu'à preuve du contraire. Rare parmi ses pairs, Michel assume de ne pas être un sauveur de la faune. Il se décrit comme un présentateur d'animaux. Il revendique cependant de le faire du mieux possible, avec un amour sincère de la faune sauvage, en échange de quoi, chaque année, il affirme signer un chèque de 500 000 € en faveur de la conservation. On lui doit entre autres le financement pendant des années de Kalawait, un des grands projets de protection et de conservation in situ des gibbons et siamangs. J'aime bien ce gars, avec qui je peux être à la fois en désaccord et en accord, sans que ces divergences engendrent des guerres de tranchées. Je ne suis pas dupe des conséquences du business sur les animaux, mais j'aime que ce directeur de zoo ne se serve pas du prétexte de la conservation pour justifier son fonds de commerce. Après avoir déposé les animaux dans la volière, je retrouve Michel dans son bureau. Café, amabilité, cigarette, échange de nouvelles, tout se passe bien. Jusqu'à ce que du tiroir de son bureau, l'homme sorte un carnet de chèques. Interloqué, je lui demande ce qu'il fabrique. « Ben, je te fais un chèque pour les oiseaux », me lâche-t-il sur le ton de l'évidence. Les yeux ronds, je balbutie. Mais c'est hors de question. Pourquoi ? Michel, je viens de te remettre des animaux sauvages. Je sais. Des animaux qui viennent de la nature. Et ils ne sont pas commercialisables. Non, d'accord, je ne te les achète pas, mais toi et moi, on sait combien ça vaut. Pas moi, non. Bah, là, au bas mot, un vautour fauve et 2 circaètes Jean Leblanc,
y en a pour environ 15 000 €. Je comprends que pour un commerçant, un animal sauvage a une valeur marchande, mais je n'hésite pas une seconde. Michel, je te remercie, mais tu les gardes, tes 15 000 €. Mais pourquoi? S'insurge-t-il. Imagine. J'arrive demain avec de nouveaux spécimens qui ne sont pas vraiment imprégnés, mais dont je te dis qu'ils le sont. J'empocherai à nouveau mes 15 000 boules. Évidemment. À quel moment, tu penses qu'on ne déborde pas? Ses yeux s'ouvrent comme des soucoupes. Le mec est un commerçant, pas un truand. Il vient de percuter. Putain, Jérôme, t'es en train de me dire que ça marche comme ça? Bien sûr. Tu crois que c'est facile de résister à l'appel de 15 000 €? Même si le mec est honnête, il peut les accepter pour de très bonnes raisons, comme reconstruire une volière ou sauver un centre en difficulté. N'empêche, c'est bien de vente illégale, donc de trafic, qu'il s'agit. Devant l'étonnement de Michel, je me dis que, soit il mérite l'Oscar du meilleur acteur, soit personne n'a jamais dû lui tenir ce langage. Et pour cause. Dans un monde idéal et honnête, quand j'ai des animaux non relâchables que je dois euthanasier, je pourrais les amener dans un zoo qui, sachant qu'il va en tirer bénéfice, me rétrocédera une compensation ou fera un don pour ma structure. La transaction ne choquerait personne. Dans la réalité, ce type d'échange permet de transformer la faune sauvage en marchandise et de détenir en captivité des animaux protégés, interdits de capture et de commercialisation. Tel est le business model qui unit de nombreux centres de soins et des zoos. C'est un délit. Ça s'appelle du trafic, c'est-à-dire une transaction commerciale illégale, ou déguisée, sur des espèces animales dont la capture en vue du commerce est interdite. Le trafic de la faune sauvage, émanation illégale d'un commerce légal, repose sur une industrie de la captivité toujours en demande d'animaux pour alimenter leur business. Moins médiatisé que le deal de stupéfiants ou les ventes d'armes, le trafic d'animaux sauvages est l'un de ceux qui, en France, rapportent le plus. Il représente plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. Loin de se cacher, les trafiquants ont pignon sur rue. Ce sont des élevages d'oiseaux exotiques, des zoos, et parfois même des centres de soins, des ONG qui tirent bénéfice de ce contre quoi elles sont censées lutter. Leur meilleur bouclier. L'administration française. Les lobbies. Et le mensonge. J'exonérerai les lobbies de tout reproche. Leur rôle est de plaider en faveur d'une industrie mortifère, à la fois pour les animaux et pour la planète, donc pour l'espèce humaine. Le problème est qu'ils trouvent des interlocuteurs prompts à se laisser convaincre, notamment dans l'administration qui, depuis longtemps, a pris les rênes du pays. Et les hommes politiques? Supposés être responsables de la santé écologique de notre pays, ils ne sont même pas complices de la situation, c'est pire. À de rares exceptions près, ils ne savent pas le rôle prépondérant qu'ils jouent dans ce drame. Les yeux fermés, ils signent des textes de loi, laissent publier des arrêtés, participent à des symposiums, organisent des conférences. En d'autres termes, ils font là où leur administration leur dit de faire. De la sorte, ils éradiquent des espèces inestimables tout en bafouant les lois internationales. En avalant et en régurgitant des discours trompeurs à destination du grand public, en se pavanant dans de gros zoos devant les caméras, ils incitent à l'importation et à la marchandisation de la faune, en ayant l'impression de mener une politique environnementale louable et de remplir leur mission de décideurs politiques au service du bien public. Pour moi, écrire un livre sur ce sujet n'a jamais été un objectif. Mais comment y échapper? À maintes reprises, j'ai essayé d'attirer l'attention des journalistes sur l'ampleur du trafic et l'implication des agents de l'État dans ce scandale. J'ai rencontré de nombreux journalistes et exposé longuement mes observations sans parvenir à secouer le cocotier comme je l'espérais. Je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'à ce que Laure Noila, alors journaliste à Libération, me dise « Ton histoire, elle ne peut pas tenir dans un papier. Elle ne peut même pas tenir dans un dossier spécial. Pourquoi tu n'écris pas un livre ?» Écrire ne me fait ni fantasmer, ni trembler. J'ai écrit de nombreux rapports, de nombreuses études et de nombreuses expertises. Un livre jamais. Je me décide aujourd'hui à m'y mettre,
car j'ai le sentiment de ne pas avoir le choix si je veux. Rester cohérent avec moi-même. Alerter les politiques, coupables à défaut d'être responsables. Dénoncer les méthodes impitoyables des trafiquants et les conséquences dramatiques de leur business. Et pour dire à chaque lecteur, peut-être êtes-vous client d'animaleries qui vendent des animaux exotiques. Peut-être même avez-vous des animaux sauvages chez vous, et pensez-vous qu'ils ont de la chance d'être sous votre protection. Peut-être visitez-vous des zoos. Ne craignez pas de critiques ou de leçons de morale, ce n'est pas le projet. Simplement, si vous vous êtes reconnu ou si vous avez reconnu des proches dans ces portraits, osez lire les pages qui suivent. Vous comprendrez quel trafic épouvantable ces choix, en apparence innocents, font prospérer. Ce livre vient de ce sentiment de nécessité et de devoir d'information. Il vient aussi de l'urgence de la situation actuelle. Je ne peux plus taire ma colère, celle d'un gars qui a consacré sa vie à la protection de la faune sauvage et qui, chaque jour, assiste quasi impuissant à l'impunité de ceux qui l'ont transformé en un business très lucratif. Partant du principe que celui qui sait et qui se tait est complice, j'ai décidé de raconter. L'objet n'est ni de tirer tous azimuts, ni de mettre tout le monde dans le même sac, au risque d'alimenter le sentiment du tous pourri. Ma colère ne m'ôte ni ma lucidité, ni mon objectivité. Je ne suis ni aigri, ni atteint de fanatisme écolodogmatique. En revanche, la révolte qui m'anime et me pousse à écrire puise dans 3 idées. Les trafiquants, petits ou gros, abîment voire détruisent notre patrimoine commun. Grâce à une puissance de désinformation hallucinante, ces trafiquants rendent des millions de Français complices des destructions d'écosystèmes et de la biodiversité. Or, la conséquence de cette exploitation a des répercussions dramatiques pour l'homme, qui dépend directement de l'équilibre des écosystèmes gravement mis en danger par le trafic. Le constat que j'ai fait et que j'expose dans ce livre à cœur ouvert, documents et preuves incontestables à l'appui, est abasourdissant. Voilà 30 ans que la réglementation est détricotée par de hauts fonctionnaires au profit des lobbies de l'industrie de la captivité. La police de l'environnement est vérolée par les mêmes lobbies qui défendent éleveurs, importateurs et patrons de zoos. Le contrôle de l'industrie de la captivité animale est gangréné par la mauvaise volonté étatique qui illustre, voire nourrit le manque de moyens et de compétences. Les sanctions sont quasi inexistantes ou sans mesure avec l'infraction, si bien que les derniers cadres en vigueur sont frappés d'inefficacité. Dans ce livre, je raconte mon histoire, celle d'un gamin fou d'oiseaux devenu contre toute attente, expert de la lutte contre le trafic de la faune sauvage. Je vais expliquer comment, pour avoir voulu défendre une cause et m'être opposé à des trafiquants, je suis passé en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, du statut d'expert, parfois judiciaire, faune sauvage captive, membre de la commission du même nom, formateur de la police de l'environnement, au statut de gardé à vue inscrit otage, tableau des antécédents judiciaires. Aujourd'hui, je suis à la fois triste et consterné par la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons. Je suis épouvanté par l'importance quantitative et structurelle du trafic hexagonal, en grande partie dopé par la complicité de l'administration ou de certaines associations, et totalement ignoré par les autorités politiques. Mais je suis effrayé aussi par la disparition d'espèces animales et par la destruction des écosystèmes. C'est pourquoi, partant de ce vécu subjectif et de ces constats objectifs, je raconte comment il est encore possible de changer le cours de l'histoire, même si ce sera très compliqué, et même si parfois face à l'ampleur du problème, j'y crois de moins en moins. En réalité, à travers ce récit, ce n'est pas que mon histoire que je raconte. La gravité de la situation doit stimuler notre désir de changement. Pour ma part, chaque matin, je suis aussi décidé et combatif qu'au premier jour. Je ne lâche ni ne lâcherai jamais rien, et j'aime à penser ne pas être le seul dans ce cas. En somme, avec cet ouvrage, je veux aider à comprendre pourquoi nous sommes tous pour partie responsables de l'état de notre planète, pour nous et pour les générations à venir. On n'hérite pas du monde de nos parents, on l'emprunte à nos enfants, selon une citation parfois attribuée à Antoine de Saint-Exupéry. Combien certains mécanismes et certains intérêts la fragilisent. Et surtout,
Comment chacun de nous peut agir concrètement, ne serait-ce qu'à l'échelle individuelle et en tant que citoyen, pour refuser l'inéluctable disparition, de moins en moins lente et de plus en plus dramatique, de la faune sauvage, afin de contribuer avec succès à sa préservation. J'espère également que ce livre apportera une pierre à l'édifice et servira de preuve pour que ceux qui ont commis tous les méfaits racontés soient démis de leurs fonctions et que la mafia permettant le trafic via l'administration du ministère de l'écologie soit démantelée et que ses acteurs soient démasqués, sinon, il n'aura servi à rien. Chapitre 1. Des poussins dans le tiroir. Parfois, les destins sont des évidences. Certains deviennent médecins, gendarmes ou ouvriers comme papa, grand-papa et arrière-grand-papa. D'autres reprennent le flambeau d'une exploitation agricole ou industrielle afin de pérenniser un capital, une tradition et un mode de vie familial. Accomplissement ou fatalité, ces orientations semblent s'imposer d'elles-mêmes. À l'inverse, il n'était pas écrit que je mettrais ma vie au service de la faune sauvage, loin de là. Je ne suis pas né dans la savane, mes parents ne soignaient pas des hippopotames, et je dois l'avouer, je n'ai pas été recueilli par des loups, après avoir été abandonné dans la forêt un soir d'hiver. En revanche, j'ai été grandement influencé par des séries animées comme Les Mystérieuses Cités d'Or, Heidi, Daktari et Goldorak, ou Faune sauvage, Grands espaces, Justice et Justicier ont sans nul doute orienté mes choix et mon goût prononcé pour tout ce qui touche à la nature, aux animaux et au respect du droit. Pour ce livre, j'ai essayé avec grande difficulté de déterminer précisément le moment où j'ai compris quelle route je devais emprunter. Tout a basculé, le jour où ma route a croisé celle d'un goéland blessé. Été 1984. J'ai 15 ans. Vers 17 heures, après une journée sur la plage au soleil du sud de la France, avec les deux cousins de ma petite amie de l'époque, nous repérons un goéland au bord de l'eau. Son comportement laisse à penser qu'il est en détresse. Il a une aile qui pend et un fil de pêche qui dépasse du bec. N'importe quel gamin de mon âge n'aurait sans doute pas prêté attention à la scène, mais, face à un animal blessé, il m'est impossible de détourner le regard. Après un rabattage stratégique, nous réussissons, non sans mal, à attraper l'individu. Au premier examen du goéland peu coopératif, je décide à l'instinct d'immobiliser l'aile avec un bandage, afin qu'il retrouve un port normal. Je n'ai aucune notion des conséquences médicales de cette immobilisation, mais décide de garder l'animal 24 heures au calme, dans le garage, le temps d'inventer une solution pour l'hameçon. C'est surtout ça qui me soucie. Je ne suis pas vétérinaire, donc j'imagine que le crochet est planté au plus profond des viscères de l'animal. Je passe une nuit quasi blanche à chercher la bonne idée. Alors que les premiers rayons du soleil passent au travers des volets de ma chambre, je prends ma décision. Il faut opérer. Au petit déjeuner, j'annonce la couleur. Mes cousins sont sceptiques. Pourtant, mon plan d'attaque est clair. Le voisin nous fournira l'éther nécessaire à l'anesthésie. Grâce à mon sens du bricolage, j'improvise un scalpel avec une lame de rasoir coupée en deux et montée sur un morceau de bois. L'éther est abondamment versé sur un linge dont nous entourons le bec de l'animal jusqu'à ce qu'il s'endorme. Une simple traction exercée sur le fil de pêche dévoile l'incroyable capacité de déploiement de la gorge. En réalité, c'est logique puisque le goéland est capable d'ingurgiter de grosses proies en les gobant. La gorge étirée de l'oiseau laisse apparaître l'hameçon, simplement planté sous une fine peau, juste à côté de la trachée. La situation est moins pire que je ne l'avais envisagé. D'un seul coup, la pression que je m'étais mise disparaît. J'incise très légèrement la peau sur laquelle est accroché l'hameçon. Avec la plus grande délicatesse, je parviens à extirper le bout de métal. Une demi-heure plus tard, l'oiseau ouvre les yeux. Nous le garderons à l'abri pour la durée de nos vacances. Il deviendra la mascotte de la maison. À la fin de notre séjour, son aile est rétablie. Nous le regardons s'envoler et disparaître. Notre succès nous remplit de joie. Que c'est bon de se sentir utile. Très clairement à ce moment-là, je me dis, voilà ce que je veux faire dans ma vie, c'est ça ma place. Bien sûr, rien n'est joué.
J'aimerais bien devenir véto, mais j'ai une aversion absolue pour tout ce qui touche aux études. Alors, quel cursus pourrais-je suivre pour m'occuper des animaux sauvages? Aucune idée, mais l'intuition et l'envie sont là. Elles ne me quitteront plus. Cet événement clé n'arrive pas par hasard. Aussi loin que mes souvenirs m'entraînent, j'ai toujours aimé les oiseaux. Derrière les vitres de notre pavillon de banlieue, je pouvais rester des heures à les guetter. Au fond du jardin, mon père m'a aidé à construire mangeoires et nichoirs qui me servent de site d'observation. Avec mes yeux d'enfant, j'adore observer cette faune ailée. Je m'étonne de leurs couleurs. J'envie leur apparente liberté. J'apprécie leur vivacité. Je suis fasciné par un truc tout bête, mais tellement extraordinaire, ils volent. Je ne me lasse pas d'admirer ce phénomène. Avec le peu d'ouvrages ornithologiques disponibles dans la bibliothèque de mes parents, j'apprends à identifier les différentes espèces et je me renseigne sur leur régime alimentaire et leurs mœurs. Ma curiosité est devenue une passion. En plus des oiseaux européens, j'aime particulièrement les oiseaux exotiques, leur plumage chamarré, la variété de leur mode de vie, leur incroyable diversité, sans comprendre comment des animaux vivants si loin peuvent arriver jusqu'à nous. Cependant, les oiseaux ne sont pas les seuls à me remplir de joie. J'aime tous les animaux. Sans nul doute, un homme a contribué à développer cet amour. Mon grand-père maternel. Il était médecin et, de son propre aveu, regrettait d'avoir été trop feignant pour devenir vétérinaire, car à son époque, les études pour accéder à ce titre nécessitaient 1 an de plus que celles qui permettaient d'exercer la médecine. Je jouis inéluctablement d'un statut très privilégié à ses yeux. Il avait rêvé d'avoir un garçon, mais a eu 5 filles qu'il a aidé à mettre au monde en bon médecin de campagne. Quand ma sœur, première des 10 petits-enfants, a vu le jour, une petite voix lui a soufflé « Encore une fille ». Étant le premier garçon de la famille, de surcroît né de ses mains, j'ai conscience d'avoir été un rien privilégié, enfin avant d'être détrôné par les 7 autres. Du coup, lors de mes vacances vendéennes, il m'emmène dans les fermes qu'il visite au cours de ses tournées. Pendant qu'il soigne ses patients, je reste dans la cour avec les animaux. Ma passion pour l'animal se nourrit de ces moments où je traîne dans ces modestes exploitations agricoles. À force d'observer et d'être en contact avec les espèces que je côtoie, je m'imprègne du monde animal. À chacune de ces expériences, ma fascination grandit. Imaginez ce que peut représenter une vache et un cheval dans les yeux d'un petit garçon de 5 ans, qui les trouve gigantesques et tellement attirants. Au gré des vacances, j'affine mes connaissances avec les livres que possède mon grand-père et des années plus tard, avec ceux que je m'achète grâce à l'argent gagné en lavant les voitures de notre résidence. Il aura fallu que j'en lave des voitures pour parfaire sans relâche mes connaissances et alimenter mon envie quasi obsessionnelle d'être avec des animaux et de les aider. En réfléchissant à la genèse de cette passion pour les oiseaux, je me souviens aussi que, chaque année, mon père m'emmenait au salon de l'agriculture. Il y tient un stand pour le compte de la société Alibert pour laquelle il travaille. C'est mon bol d'air de l'année. J'attends ce moment avec impatience. Nous sommes en 1979. Du haut de mes 10 ans, je parcours les allées de ce qui se fait encore aujourd'hui, appelée la plus grande ferme de France. Je suis en admiration devant des maisons d'élevage qui, à l'époque, dans ma naïveté, me font rêver, notamment Phoenix Gibier et la ferme de Beaumont. J'admire pour la première fois des canards exotiques, des autruches, des faisans et des perroquets. À la fin d'un de ces salons, je réussis ce qui est pour moi un tour de force. Contre un bac Alibert, récupéré sur le stand de mon père, j'obtiens 10 poussins d'un jour auprès d'un fabricant de lampes chauffantes. Après la fête, leur destinée était sans doute la mort. L'exploit ne réside pas dans la négociation avec l'exposant, plutôt dans le fait que je réussis à convaincre mon père d'accepter que je ramène ma meute de poussins à la maison. Je suis aux anges. Mon père moins. Il m'avouera n'avoir accepté que parce qu'il était persuadé que mes protégés seraient morts au bout de 24 heures. Aucune chance, je mets tout mon cœur dans ce sauvetage. J'élève les oisillons dans les tiroirs de mon bureau d'abord, dans le garage ensuite. Aux grandes dames de mon père, aucun ne périt.
Tous grandissent en bonne santé. Je n'ai le droit d'en garder que 2, car ce sont tous des mâles. Les voisins verraient sans doute d'un mauvais œil un réveil cacophonique engendré par cet élevage improvisé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.